Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci Frédéric pour l'invitation et merci au musée et à la ville de Saint-Gervais pour cet accueil chaleureux. Alors effectivement, ce soir, je vais parler de quelqu'un sur qui j'ai beaucoup travaillé. Alors j'ai travaillé surtout sur son œuvre écrite, construite et dessinée, qui est Eugène Viollet-le-Duc, cet architecte assez fameux, architecte du 19e siècle, et qui est en fait revenu un peu sur le devant de la scène. Alors moi, j'ai commencé à travailler bien avant cet incident incendie à Notre-Dame de Paris en avril 2019. Et donc à ce moment-là, tout le monde a commencé à vraiment entendre parler d'Eugène Viollet-le-Duc et à comprendre que c'était l'architecte qui avait restauré Notre-Dame. Et on se souvient de lui aussi. Alors il n'était pas seul à Notre-Dame, il était avec Jean-Baptiste Lassus. Et il est aussi connu pour ses restaurations, notamment de Carcassonne, de Pierrefonds, Vézelay, voilà, et j'en passe, et de la cathédrale de Lausanne, sur laquelle je reviendrai peut-être un petit peu plus tout à l'heure, en tout cas sur la ville de Lausanne. Donc Viollet-le-Duc, restaurateur de monuments historiques, jusque-là tout va bien, c'est connu, tout le monde le sait. Mais que vient-il faire dans cette exposition consacrée à l'aménagement des montagnes? C'est un peu une espèce d'étrangeté. Et donc je vais vous présenter à la fois un certain nombre de choses que je sais par mes études sur ce personnage, mais néanmoins aussi des éléments qui sont des éléments d'une recherche en cours, puisque ce sujet a été beaucoup traité, enfin un peu traité par les historiens de l'architecture, en fait, cet intérêt d'Eugène Viollet-le-Duc pour la montagne, mais finalement avec un regard qui n'est peut-être pas complètement satisfaisant, en tout cas ils ne sont pas forcément allés au bout de l'exploration, parce que, voilà, Eugène Viollet-le-Duc, c'était un architecte, il a travaillé à 170 projets dans sa carrière, il y a une trentaine d'ouvrages, un fonds de dessins, je ne sais plus, c'est quelque chose comme entre 3000 et 5000 dessins, au niveau des papiers, c'est encore plus, donc c'est vraiment un fonds d'archives et une production très importante, ce qui fait que c'est toujours difficile de tout traiter. Et donc, finalement, cet intérêt pour la montagne a été traité par certains historiennes et historiens, mais qui, en tout cas, il me semble, nécessite un réexamen aujourd'hui, à la lumière aussi de questions qu'on se pose, nous, aujourd'hui, avec notamment le changement climatique, des problématiques que vous connaissez certainement très bien, vous, en montagne. Donc, ça va être une conférence un peu biographique pour vous raconter à la fois qui était ce personnage et relater sa relation avec la montagne, qui occupe une présence dans sa vie et depuis son jeune âge, et dans laquelle j'aborderai deux malentendus historiques en passant. Je dis conférence biographique et je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par sa mort. C'est un peu inhabituel, mais bon, voilà, je me suis dit que j'allais commencer par ça parce que ça me paraissait l'entrée la plus intéressante et en réalité commencer par sa dernière demeure, qui est la photographie que vous voyez en ce moment à l'écran, est une image de l'intérieur de la maison dans laquelle il est mort. Le décor peint est de sa main, donc ça c'est quelque chose qu'on sait. Donc c'est une maison qu'il a construite au 37 de l'actuelle rue du Léman à Lausanne en 1876. Donc c'est la date de la publication aussi par ailleurs de sa carte qui est ici et de son traité qui est dans la vitrine au rez-de-chaussée, dans une des vitrines du rez-de-chaussée. Donc cette image, le décor des murs de la pièce principale qui représente la montagne. Mais on ne sait pas très bien quelle montagne. Et donc ça, on va en discuter un petit peu. Ouais. Cette maison, voilà à quoi elle ressemble. Une maison aux allures de chalet pétrifié, on dit certains historiennes et historiens, puisque Viollet-le-Duc avait fait du chalet une espèce de demeure archétypale des Européens. Alors là, ça nécessite une petite digression liée à une question qui n'est pas toujours très confortable à traiter pour nous, historiens, quand on regarde avec le recul un certain nombre de moments de l'histoire. C'est qu'en réalité, Viollet-le-Duc partage avec un certain nombre de personnes au XIXe siècle une vision une vision raciale, en fait, de l'humanité, avec une séparation de trois races principales qui habitent le globe. Et les Européens sont les descendants des Ariens. Donc ils sont les Ariens.
Voilà comment Viollet-le-Duc définit ces personnes. Et bon, cette vision raciale de Viollet-le-Duc, c'est quelque chose de très clair, de très explicite. Il n'y a aucun doute sur cette vision-là, vision raciale qui peut être aussi qualifiée de raciste à certains égards. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Il a une correspondance avec Arthur de Gobineau, qui est celui qui émet cette théorie des trois races, justement. Donc, ils ont une correspondance assez soutenue à un moment donné. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur la question. Il n'y a pas de doute sur cette vision de Viollet-le-Duc. Mais Viollet-le-Duc pense cette question non pas en sorte de proto-ethnologue, mais plutôt, ni en médecin, mais plutôt en architecte. Et donc, il se dit, ces trois races doivent avoir chacune leur architecture archétypale. Et le chalet, en particulier le chalet que vous connaissez, donc dans les Alpes, qu'elles soient françaises ou suisses, peu importe où italiennes, le chalet serait cette demeure idéale, archétypale des Ariens. Et donc, cette maison, on y reconnaît en fait des allures de chalet. Néanmoins, ce n'est pas un chalet construit intégralement en bois, seule la charpente est en bois, c'est normal. Mais comme c'est une maison urbaine, c'est dans un quartier qui est en train de s'urbaniser au XIXe siècle, comme c'est dans un secteur urbain, c'est construit en pierre. Mais néanmoins, on retrouve quand même un certain nombre d'éléments. Et en fait, Viollet-le-Duc, à partir de cet archétype du chalet, va construire toute une théorie de l'architecture contemporaine qui fait que, et en particulier de la maison de campagne, là c'est plutôt relié à la maison de campagne, mais il travaille aussi sur les maisons urbaines, de la maison de campagne qui est la bonne maison dans laquelle il faut vivre, bien orientée d'une certaine manière, etc. Et en fait, cette maison, je vais un peu rapidement, mais cette maison incarne véritablement une grande partie des grands principes qu'il énonce pour bien construire une bonne maison de villégiature. Et j'en viens à donc là, vous voyez aussi cette citation de Francisque Sarcey, qui est un journaliste. C'est pour ça que je dis que je commence par sa mort, parce que cette citation vient d'un article publié qui relate en fait les obsèques de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc était un personnage très célèbre aussi à son époque. Il meurt à Lausanne de manière assez inattendue, et donc toute la bonne société parisienne prend le train, se déplace à Lausanne pour assister à ses obsèques, y compris un certain nombre de journalistes, et notamment ce journaliste du XIXe siècle que Viollet-le-Duc connaissait bien, et donc il nous décrit très bien cette maison à travers cette citation. Et donc premier malentendu historique, Viollet-le-Duc est mort dans cette maison. Déjà de son vivant, c'était un personnage très reconnu, et cette maison devient mythique. Elle devient mythique pour plusieurs raisons. Parce qu'un personnage très important, en tout cas rendu très important à la fois par ses contemporains et par l'histoire, y est mort, mais aussi d'autant plus mythique que cette maison est démolie dans les années 1970. Donc, quand les historiens et les historiennes travaillent à une sorte de réhabilitation de ce personnage qui est Viollet-le-Duc dans les années 1980, parce qu'en fait, Viollet-le-Duc traverse une espèce d'éclipse historique au moment, dans la première, en fait, début du XXe, jusque dans les années 80. Il est très critiqué pour ses restaurations à ce moment-là, et donc il traverse cette espèce d'éclipse, et il revient sur le devant de la scène à partir très fort, surtout à partir de 1979-1980, qui est, en fait, 1979, c'est le centenaire de sa mort. Il est mort en 1879 dans cette maison, donc. Et à ce moment-là, la maison a été démolie. Et donc, on a quelques informations sur cette maison, on a des archives, on a cette photographie. Donc ça, c'est une photographie du 19e. Mais on a ces photographies-là qui ont été prises dans les années 60, un peu avant la démolition de la maison, mais qui n'ont pas, localement, il y a des gens qui ont cherché à empêcher la démolition, enfin en tout cas à faire en sorte qu'elle n'advienne pas, n'y sont pas parvenus. Mais malgré tout, ils ont cherché à documenter un certain nombre de choses, mais ça reste une documentation relativement partielle. Et donc, là, je vous montre aussi ce portrait de Viollet-le-Duc. J'aime bien montrer ce portrait-là parce que, justement, c'est un portrait où il est âgé. C'est quelques mois, en fait, avant sa mort. Et donc, il est déjà ce personnage un peu âgé. Alors, il n'est pas très vieux, il a 65 ans. Donc, il n'est pas très vieux.
mais on voit bien que c'est quand même un homme qui flotte un peu dans ses vêtements. Il n'a pas beaucoup de réserve. Hein. Et on voit aussi qu'il est un peu fatigué. Moi, je trouve qu'il a l'air fatigué par rapport à d'autres images qu'on connaît de lui. Sur ces 3 portraits, ce triple portrait par le photographe Nadar, ce personnage historique a l'air quand même un petit peu fatigué, et on le comprend quand on sait tout ce qu'il a produit dans sa vie. Donc, premier malentendu historique, c'est que cette maison dans laquelle il est mort, il l'aurait construite pour lui-même. Et donc ça la rend d'autant plus mythique, cette maison, puisque s'il l'a construite pour lui-même, on y retrouverait d'une certaine manière toute sa personnalité. Et donc voilà un peu ce que l'historiographie nous a transmis, avec évidemment tout un tas d'interprétations possibles et imaginables, notamment sur sa vie privée, dont on sait un certain nombre de choses, mais on ne sait pas tout. Heureusement, peut-être, sûrement. Et notamment une interprétation, alors là je ne vous ai pas mis le plan de la maison, mais au premier étage vous avez 2 chambres. Et entre ces 2 chambres, il y a une porte qui communique, et en fait dans cette maison, Viollet-le-Duc y vivait avec une femme qui s'appelle Alexandrine Sureda, qui n'était pas son épouse, mais qui a été son assistante, on pourrait dire, depuis les années 1850. Et Alexandrine Sureda partage avec Viollet-le-Duc non seulement l'amour de l'architecture, mais aussi l'amour de la montagne. Viollet-le-Duc s'est marié très jeune, un mariage très bourgeois, hein, et en fait, comme dans beaucoup de couples bourgeois, ils font des enfants, et puis une fois que c'est fait, finalement chacun va un peu vivre de son côté, même si Viollet-le-Duc garde avec son épouse une correspondance très soutenue, où il témoigne de son affection. Mais néanmoins, ils ne vivent quasiment pas ensemble, ils ne font que se croiser, alors que Viollet-le-Duc trouve en Alexandrine Sureda une amie, une confidente, et quelqu'un avec qui il partage aussi ses passions et ses différents centres d'intérêt. Et donc cette porte entre les 2 chambres a fait évidemment spéculer un certain nombre d'historiens sur cette amitié qui aurait été non platonique. Voilà. Mais finalement, donc ça donne cette espèce de lecture un peu romantique aussi de la maison. Et en fait, quand moi j'ai cherché à réexaminer cette maison, le sort de cette maison, en fait, l'examen des pièces à conviction historique dresse finalement un tableau beaucoup moins romantique, puisqu'en réalité, Viollet-le-Duc achète à Lausanne un terrain à bâtir. Je vais vous mettre l'image d'après parce que ça, c'est la vue qu'on avait de la maison. Alors, c'est moi qui ai fait la photo. Je suis juste allée sur place. La maison n'est plus là. Mais bon, il y a un immeuble à la place. Mais je me suis placée à peu près à l'emplacement de la maison et j'ai fait la photo. Donc ça, c'est ce qu'il voyait par sa fenêtre. Et donc, le Mont Blanc, en fait. Le massif en face. Et donc, Viollet-le-Duc achète ce terrain à bâtir. C'était un coteau de vigne qui était en train d'être loti pour être construit de ces petites maisons de villégiature, ce ne sont pas des très grosses maisons, hein. Et sur les conseils d'un confrère lausannois avec qui il travaille, à la restauration de la cathédrale de Lausanne, à ce moment-là, Viollet-le-Duc achète, le confrère achète la parcelle d'à côté, et comme ça, le confrère le représente chez le notaire, et tout ça se passe très très bien, et Viollet-le-Duc bâtit cette maison à partir de 1872, de 76, pardon. C'est la cathédrale qui commence à restaurer en 1872, pardon. Et donc, en fait, c'est un investissement financier. Donc, c'est beaucoup moins romantique que de se dire qu'il s'est construit sa maison de villégiature pour lui et sa maîtresse, évidemment. C'est une opération de spéculation immobilière. Puisque d'abord, en plus, cette maison, il la loue. Hein, donc, il y a des gens qui vivent dedans et qui louent cette maison. Il décide à un moment donné de la vendre. Et là, je ne sais pas très bien encore ce qui se passe à ce moment-là, mais il ne la vend pas. Et finalement, comme il vient à Lausanne très régulièrement pour ses affaires, plutôt que de loger à l'hôtel, il décide d'aller habiter cette maison qu'il a construite et dont il est propriétaire. Voilà, donc c'est très pragmatique, c'est beaucoup moins romantique, mais c'est finalement ce que disent véritablement les archives. Et donc il décide aussi, parce que c'est là qu'il va passer ses vacances, dans les Alpes, il décide d'aller y passer ses vacances plutôt que lui-même de louer à Chamonix une résidence dans un chalet qu'il avait d'ailleurs lui-même construit, mais qui appartenait à quelqu'un d'autre et qu'il louait en fait à la propriétaire régulièrement.
quand il venait dans les Alpes, parce que en réalité, à ce moment-là, Viollet-le-Duc aime déjà beaucoup les Alpes, et il vient marcher en montagne. Et donc, en fait, au départ, il part souvent son camp de base, si je puis dire, c'est Chamonix. Et en fait, à partir de l'été 1877, son camp de base va devenir Lausanne. En fait, c'est ça qui va se déplacer, finalement, dans une démarche relativement pragmatique, d'une certaine façon. Et donc, au final, ce que certains historiens ont qualifié d'exil suisse de la fin de sa vie, n'est en réalité qu'une résidence secondaire dans laquelle, en fait, Viollet-le-Duc séjourna, j'ai fait le calcul, environ 6 mois sur les 3 dernières années de sa vie, soit 2 mois par an, c'est-à-dire le temps de ses vacances. Des vacances toujours un peu studieuses, quand même, malgré tout. C'est d'autant moins, le temps passé dans cette maison est d'autant moins important en termes de quantité que pendant les étés, et même d'ailleurs pendant les périodes de printemps, en avril, à peu près à cette période de l'année où nous sommes aujourd'hui, Viollet-le-Duc séjourne là-bas, mais part pendant des jours et des jours marcher. C'est-à-dire que c'est pas, il va faire une randonnée d'une journée et il revient chez lui. Il part faire ce qu'il appelle des courses en montagne, et je pense que ça s'appelle toujours comme ça. Alors moi, je suis assez nulle en alpinisme, donc vous me pardonnerez certaines erreurs, mais en réalité, il part avec des guides, il va dans les refuges, etc., et il part une dizaine de jours, toujours une dizaine de jours à peu près, marcher en montagne avec tout un tas de matériel, de dessins, de relevés, j'y reviendrai. Et donc, je vais revenir un instant sur le décor de cette salle de séjour. Décor de cette salle de séjour dont vous voyez en fait ce qu'on pourrait appeler le carton en haut, donc c'est en miniature, ce qui va peindre ensuite sur les murs, et en bas, une photo qui est du 19e siècle, peu après la mort de Viollet-le-Duc. Quelques photos sont prises, et ces quelques images, cette photo nous montre en fait l'état dans lequel est la maison juste après la mort de Viollet-le-Duc. Donc on voit le mobilier, donc on voit que c'est meublé de manière assez simple, relativement austère, avec néanmoins du mobilier qu'il a dessiné, cette table. Et on voit surtout que cette grande pièce principale, qui est en fait la salle de séjour de la maison, est aussi sa salle de travail. Donc on voit bien que voilà, la détente, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être tranquille, en réalité, éloigné de Paris, pour pouvoir travailler à ses œuvres intellectuelles. Et là, il est vraiment tranquille, parce qu'il n'est pas, comme il dit, harcelé par la vie parisienne. Et donc, ce décor qui frappe les esprits, c'est lui qui l'a peint, on le sait parce qu'il le dit il y a des témoignages aussi de son gendre notamment, mais aussi il écrit, on sait dater exactement quand est-ce qu'il le peint, parce que dans une lettre de septembre 1878, donc pile poil 1 an avant sa mort, il écrit à son épouse qu'il fait de la peinture. Et en fait, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de peindre ses décors sur les murs, et donc d'une certaine manière, c'est là qu'il s'approprie véritablement cette maison qu'il ne s'est pas construite. Et ce qui frappe les esprits, c'est la représentation d'un paysage alpin, donc sur 2 murs, le mur nord et le mur ouest de la grande salle. Donc le mur nord, c'est celui-ci, et le mur ouest, c'est celui-là. Donc c'est un long pan de mur et un petit côté qui sont peints avec ce décor. Et en face du mur nord, il y a les fenêtres de la façade qui ouvrent sur cette vue que j'ai montré précédemment. Et donc finalement, quand Viollet-le-Duc est assis à sa table de travail, ici, là, dans le dos, il a la montagne, face à lui, il a, à travers la fenêtre, la vraie montagne. Et donc il y a une espèce d'effet de miroir entre le décor peint et ce qu'il voit par la fenêtre, comme s'il avait sans cesse besoin d'être entouré, ou envie en tout cas, d'être entouré de ces montagnes. Donc de cette montagne, alors peut-être tout de suite pour dire un mot de ce décor, il y a un certain nombre de personnes qui ont essayé de se casser la tête pour savoir où c'était, ce qui était représenté, et pour l'instant personne n'y est arrivé, donc on en arrive à la conclusion entre historiens que ça ne représente nulle part. Voilà.
Quand on ne sait pas, on va se dire c'est nulle part. Et surtout, cette hypothèse est intéressante parce qu'elle nous dit quelque chose de la manière de Viollet-le-Duc de penser, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une capacité à absorber les choses, absorber les formes, en particulier à travers le dessin, et à les restituer de nouveau à travers le dessin. Et là, il invente ce paysage, encore une fois, presque archétypal. Et donc, on se retrouve dans une maison qui est un chalet pétrifié, je le disais tout à l'heure, et dans laquelle il a représenté la montagne, il voit la montagne, et il est comme dans un espèce de berceau presque, préhistorique, dans lequel aurait été versé, d'une certaine manière, tout le génie, comme il dit, c'est pas mes mots, tout le génie de la race aryenne, dans ces montagnes, à travers ces chalets, dans la montagne qui est représentée. Et bon, ça c'est un petit détail que j'ai mis dans la citation, sur les autres murs, et notamment sur le mur qu'on ne peut pas voir sur cette photo, qui est dans le dos du photographe, sont représentés ces personnages en costume du XVe siècle, de grandeur miniature, c'est-à-dire des personnages qui sont à la moitié de nous, à la moitié d'une taille réelle, et donc ces personnages en costumes médiévaux, qui sont en réalité ces ancêtres que Viollet-le-Duc aime beaucoup, eux aussi, c'est des personnages qui sont très chers à son cœur, puisque Viollet-le-Duc est un amoureux de la montagne, mais aussi un amoureux du Moyen-Âge, et notamment de tous ces bâtisseurs de cathédrales, mais de tout le Moyen-Âge en général. Il a écrit un dictionnaire du mobilier dans lequel il redessine par exemple tous les costumes du Moyen-Âge. Et donc, il représente ces personnages. Et donc, d'une certaine manière, quand il est dans cette pièce qu'il a peinte, il est dans une espèce de généalogie entre la race aryenne, qui est, dans son récit, descendue de l'Himalaya en chariot et qui, arrivée dans les Alpes, a réutilisé le bois des chariots pour construire les chalets. Donc, c'est toute une fable de l'origine. Donc ce chalet, ici pétrifié, dans les Alpes, avec ces personnages du Moyen-Âge, donc une espèce de filiation comme ça qui se dessine à travers à la fois le paysage, les personnages médiévaux, et lui-même au centre de cette histoire, évidemment, puisqu'il se pense comme une sorte d'héritier de ses propres héros. Ouais, il faut que j'aille un peu plus vite quand même, parce que sinon, je vais pas faire 45 minutes. Et donc j'en viens à ce marcheur intrépide capable de rendre des points aux plus fameux grimpeurs du club alpin. Ça, c'est une citation de son gendre. Donc évidemment, très grand admirateur de son beau-père, qui est aussi son patron par ailleurs. Voilà, ça se faisait beaucoup à l'époque. Pour venir justement parler de cette formation et de comment ça se fait finalement qu'un architecte se retrouve à la fois à beaucoup aimer la randonnée, donc ça c'est une chose, mais aussi à en faire quelque chose, c'est-à-dire à produire cette carte, ces dessins qu'on voit ici dans cette salle. Donc là j'en arrive, je reprends, je rembobine et on revient au début de la biographie. Un amoureux des montagnes, et ça depuis son jeune âge. Je reviens rapidement sur son enfance. Donc Viollet-le-Duc est né à Paris en 1814. On le voit ici à gauche, un portrait peint par son oncle, Étienne de l'Écluse. Viollet-le-Duc naît dans une famille bourgeoise. Vous voyez à droite la photo du porche de la maison dans laquelle il est né, qui existe toujours, au 1 de la rue Chabanais, c'est très près de la Bibliothèque nationale Richelieu. Famille bourgeoise, éducation par le dessin, puisque son oncle est peintre, peintre et critique d'art. Et donc Étienne de l'Écluse, son oncle, est son premier mentor. Et donc cet apprentissage du dessin est extrêmement important, puisque c'est un apprentissage du dessin sur le modèle, à la fois dans la nature, de l'architecture, mais vraiment de tout ce qu'on a sous la main finalement. Tout est dessiné pour essayer de bien comprendre les choses du monde. Et alors, son oncle voulait en faire un peintre. Très jeune, il se révèle très, très, très doué pour le dessin. Et c'est pour ça que son oncle le représente, vous le voyez sur ce portrait, avec un pinceau à la main. En fait, son oncle rêvait d'en faire un grand peintre. Viollet-le-Duc ne sera pas peintre, mais architecte. Très jeune, en fait, il tombe en amour véritablement pour l'architecture et en particulier pour la cathédrale de Chartres. Et il passe 15 jours dans la cathédrale de Chartres à dessiner la cathédrale.
Et il écrit à son père que les pierres lui parlent, que voilà, c'est quand même un rapport très, très émotionnel aussi à cette architecture médiévale. Et finalement, c'est un peu la même chose qui se passe dans la montagne. Puisque pour lui, et il le dira plein de fois dans sa vie, le dessin permet de voir, et voir, c'est savoir. Et c'est ça, au fond, qui intéresse Viollet-le-Duc, c'est de disséquer ce qu'il voit pour savoir vraiment comment fonctionnent toutes les choses qu'il voit. Donc avec la montagne, l'histoire commence véritablement, sa relation avec la montagne. Alors, elle commence un petit peu avant 1834 parce qu'il fait un premier voyage en France et il traverse l'Auvergne et il est séduit déjà par ces montagnes d'Auvergne. Mais en 1834, c'est un autre voyage, donc il a 20 ans, il voyage dans les Pyrénées. Et donc je vous ai mis 2 dessins des Pyrénées. Et comme auparavant, il a voyagé en France, je le disais tout à l'heure, et dessiné tous les bâtiments qu'il visitait, là, il dessine avec une très grande précision tous les paysages, avec différentes techniques, soit des croquis rapides, soit vraiment des dessins des aquarelles et de la gouache, donc un peu comme ces dessins qu'on voit ici. Donc des dessins qui sont faits avec des croquis préparatoires la plupart du temps, certains vraiment directement aquarellés sur le modèle, sur le motif. Et donc, il parcourt comme ça. Et donc, vous voyez ce dessin à gauche, notamment, qui représente quand même cette cascade et ce torrent avec les arbres, avec une très grande précision. C'est des dessins qui ont un format, oui, à peu près comme ça, quoi. Voilà, donc ils ne sont pas tous très grands, il y en a qui sont plus petits, mais en gros, c'est à peu près ça, les formats. Et il y a ceux-là qui sont, là, ils sont à l'échelle, donc ils sont de cette taille-là, en vrai. Et donc, le dessin... Parce que oui, il découvre qu'il aime arpenter ces montagnes, mais il aime et est très doué pour le dessin, et pour autant, ça ne suffit pas, puisqu'il doit faire quelque chose de tout ça. Et la nature, que ce soit le végétal le plus banal, comme le lierre, du lierre ou des fougères, deviennent en réalité des outils d'apprentissage du dessin qu'il transmettra en tant que professeur à l'École royale de dessin. C'est son premier boulot, en fait, son premier job avant d'être architecte, c'est d'être prof de dessin, prof d'ornement à l'École royale de dessin. Et puis, à travers un certain nombre de livres, et notamment le dernier ouvrage qui paraît juste après sa mort, donc son dernier ouvrage, qui s'appelle « Histoire d'un dessinateur ». Et en réalité, on comprend à travers ces ouvrages et les cours de dessin que la nature, et en particulier la végétation, mais pas que, sont le sujet d'un apprentissage du dessin et d'une compréhension de la chose dessinée. Donc c'est une formation de l'esprit à l'observation pour déduire un certain nombre de grands principes. Et donc la nature, à travers le dessin, et ça c'est ce qu'on voit très bien dans un certain nombre de dessins, notamment ceux qui sont sur le mur là derrière, celui d'en haut là avec les 4 dessins de montagne, on voit très bien qu'il y a une mise en ordre par le dessin, une géométrisation de la nature, et là vous le voyez à l'écran avec cette feuille de lierre qui est géométrisée avec ce cercle, le point central, les différents diamètres, etc. Donc cette feuille rentre dans ce cercle, et la géométrie lui permet, dans les dessins, d'organiser la nature, de la mettre en ordre, et en réalité, lui, il pense à travers ça percer la loi de la nature, la grande loi de la nature qu'il appelle la loi d'unité, et il nous dit la nature n'a pas procédé autrement, et il est plus que téméraire de chercher des lois en dehors de celles qu'elle a établies, ou plutôt de nous soustraire à ces lois, nous qui en faisons partie. En 2 mots, la création, c'est l'unité, le chaos, c'est l'absence d'unité. Et donc ça, c'est un grand principe qui traverse à la fois sa théorie de l'architecture, mais aussi son rapport à la nature de manière générale, puisque les humains étant des créatures de la nature, les créations humaines, que sont les bâtiments, doivent être conformes
à cette loi d'unité. Alors, cette loi d'unité, c'est une idée, ça ne s'appelle pas toujours pareil, mais c'est une idée qu'on retrouve dès le XVIIIe siècle, hein, chez quelqu'un comme Goethe, chez Alexander von Humboldt, etc. Cette idée-là, il en hérite hein, d'une certaine manière, même s'il ne dit pas tellement de qui il en hérite, hein, par ailleurs. On a l'impression un peu qu'il l'invente, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, cette loi d'unité qui préside à toutes les créations et aux créatures de la nature, eh bien, il faut les comprendre en regardant comment la nature procède pour pouvoir, nous-mêmes humains, procéder de la même manière dans nos créations. Et donc, c'est pour cette raison que la nature est un modèle pour l'architecte. Je vous en ai mis un petit peu d'autres, là, des végétaux géométrisés et d'autres dessinés un peu plus de manière stylisée. Puisque, en réalité, c'est un modèle qu'il perçoit déjà, encore une fois, chez ces architectes qui sont ces modèles, qui sont les bâtisseurs du Moyen-Âge, puisqu'il voit dans l'architecture médiévale la trace de l'observation de la flore. Si vous regardez bien les chapiteaux médiévaux dans l'architecture romane ou dans l'architecture gothique, vous voyez que souvent ça représente des feuilles. On abandonne la feuille d'acanthe, par exemple. La feuille d'acanthe, c'est quelque chose qui date de l'Antiquité, qui est beaucoup chez les Romains. On en retrouve un peu à la période romane et évidemment à la période paléochrétienne, mais dans l'architecture, la fin de l'architecture romane et dans l'architecture gothique, ça disparaît, au profit de végétaux locaux, c'est-à-dire du persil, du plantain, de la feuille de vigne, etc. Donc tous ces végétaux que les bâtisseurs ont autour d'eux, qu'ils observent et qu'ils mettent sur ces chapiteaux, en lieu et place de là où les bâtisseurs de l'Antiquité romaine avaient mis des feuilles d'acanthe. Et donc ils inventent, ces bâtisseurs médiévaux, à partir de la flore qui est proche d'eux, tout un répertoire ornemental. Donc ça, pour Viollet-le-Duc, c'est un exemple très important. Mais évidemment, il va un petit peu plus loin parce que lui, ce qu'il voit dans cette architecture gothique, c'est aussi la compréhension de cette loi d'unité. Et, pour lui, les architectes gothiques ont touché du doigt vraiment cette manière de faire qu'il appelle rationnelle, qui est, ou avec raison, qui est l'architecture gothique pour lui, qui est en fait la manière de faire de la nature. Et donc c'est aussi pour ça que tout ça est très, très tissé entre ces deux disciplines que sont, d'une certaine manière, ici, plutôt la botanique et l'architecture. Et donc, suivant leur exemple, Viollet-le-Duc propose donc dans ce dernier ouvrage dont je parlais tout à l'heure, Histoire d'un dessinateur, cette leçon de dessin qui, bien entendu, dépasse, et donc ça, ce sont des dessins qui sont extraits de cet ouvrage, qui est un ouvrage destiné à la jeunesse, donc aussi à la formation des jeunes esprits, on dirait de la littérature pour adolescents aujourd'hui. Et cette leçon de dessin, on voit bien qu'elle passe énormément par le dessin des végétaux, qui est ce dessin, une sorte de médiateur qui donne accès à la compréhension des choses vivantes et aussi l'objet d'une leçon de géométrie. Alors il le fait aussi avec des animaux, etc. Mais cependant, et ça je reviens à l'image précédente, cependant, la nature est aussi sujette à la monstruosité. Et là, on voit bien, c'est pour ça que je parle de mise en ordre, parce qu'il y a la feuille de lierre qui correspond véritablement à cette géométrisation, et donc qui est, d'une certaine manière, la bonne feuille de lierre, avec tous les guillemets qu'il faut, et en face, les monstres, qui sont ces feuilles difformes, dont il nous dit qu'elles sont les exceptions produites par un état maladif ou un excès de nourriture. En somme, c'est un dysfonctionnement qui rend la feuille anormale. Et le but, c'est de comprendre le bon fonctionnement pour pouvoir le reproduire. Et ça a un effet, justement, aussi sur son rapport à la montagne, mais à la nature en général, puisqu'il faut faire en sorte que cette nature puisse bien fonctionner suivant ses lois. Et donc, si cette schématisation de la feuille de lierre n'est pas tout à fait exacte scientifiquement, elle a néanmoins un pouvoir qui est celui d'expliciter cette géométrie et de proposer une sorte de structure fondamentale du monde. Et c'est ce procédé que Viollet-le-Duc diffuse à travers ses différents ouvrages et un certain nombre de ses cours, puisque cette production du dessin en direct, c'est aussi la possibilité d'une compréhension géométrique à l'origine d'une norme qu'il s'agit de bien intégrer.
Donc c'est une forme d'arrangement aussi avec le réel. Et j'en viens maintenant, parce qu'il faut que j'avance, véritablement au sujet qui peut-être vous intéresse le plus, qui est celui du Mont Blanc, parce que évidemment toute cette histoire de dessin que je viens de raconter n'est pas du tout sans lien avec le Mont Blanc, le massif du Mont Blanc. Donc voilà, là vous voyez la couverture de l'ouvrage, et à droite la cartographie que nous avons taille réelle et originale ici juste à côté de nous. Donc c'est magnifique parce que comme ça vous pourrez bien la regarder après. Cette carte et cet ouvrage, c'est un travail que Viollet-le-Duc démarre dans les années 1867-68, et l'ensemble est publié en 1876. C'est le résultat de 8 étés passés, en tout cas c'est lui qui le dit, 8 ans d'été, de course en montagne. Donc revoilà le randonneur qui peut rendre des points au meilleur grimpeur du club alpin. Je rappelle aussi, mais ça j'imagine que vous le savez par cœur, 1860, c'est l'annexion de la Savoie à la France. Et donc il y a aussi un enjeu militaire à cartographier cet espace. Viollet-le-Duc est un patriote, très intéressé aussi de questions militaires, par ailleurs. Il sera très investi aussi en tant que... dans la guerre de 1870, il va mobiliser des hommes, il va aller au combat, etc., travailler avec le génie militaire, etc. Donc c'est quelqu'un qui a aussi une idée très importante des enjeux de protection d'un territoire et des enjeux militaires. Et en réalité, quand on regarde au début de l'ouvrage, dans l'introduction, Viollet-le-Duc fait son état de l'art, donc c'est-à-dire un peu tous les ouvrages et aussi les cartographies précédentes de cet espace. Et en fait, on se rend compte qu'il s'appuie énormément, beaucoup plus sur des documents militaires que sur des ouvrages qui documentent la géologie du Mont Blanc. Donc ça, c'est aussi un peu étonnant, d'une certaine manière. Il ne va pas chercher tous les grands savants dont on a les ouvrages là au rez-de-chaussée. Il va chercher plutôt des cartographies militaires, des plans en relief, etc., plutôt que des ouvrages scientifiques, en réalité. Ce qui est quand même assez étonnant. Pour quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la science, c'est assez étonnant. Et donc, en réalité, il propose cette carte d'abord au génie militaire. Alors, pour aussi le dire tout de suite, cette carte comme cet ouvrage vont faire un four éditorial. Ça ne va pas du tout marcher, ça va très mal se vendre. La carte coûte très cher à imprimer, donc elle sera très peu diffusée. Donc finalement, l'exemplaire que vous avez là, c'est un des rares exemplaires qui existent. Il y en a dans plusieurs institutions, on en a plusieurs exemplaires. C'est pas un exemplaire unique non plus, mais néanmoins, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que trouver aujourd'hui, moi je collectionne un peu aussi les objets originaux de Viollet-le-Duc, notamment les éditions. Cette carte, elle est très rarement en salle des ventes et à des prix, et j'aime autant vous dire, qui ne sont pas accessibles pour mon portefeuille. Et l'ouvrage, c'est un peu pareil. Voilà, parce que c'est très surprenant aussi d'avoir cet architecte qui, même s'il est très connu, il est connu pour d'autres choses. Il n'est pas connu pour ça. Et ce n'est pas un spécialiste malgré tout. Et donc j'en viens là à ce deuxième malentendu sur Viollet-le-Duc, restaurateur du Mont Blanc. C'est une idée qui circule beaucoup chez les architectes, encore aujourd'hui, chez nos confrères et consoeurs. Quand, c'est vrai, on parle de Viollet-le-Duc et du Mont Blanc, on me dit souvent « Ah oui, il a voulu restaurer le Mont Blanc », sans qu'on sache très bien ce que ça veut dire, évidemment. Mais en même temps, c'est une idée qui est tellement belle, d'une certaine manière, qu'on se dit on a envie d'y croire, d'une certaine manière. Et cette idée-là, on en retrouve des jalons chez les historiens, et là j'essaie de remonter un peu la piste aussi de cette idée, qui, a priori, d'après ce que j'ai vu très récemment, remonte au XIXe siècle lui-même. C'est-à-dire qu'on en trouve la trace déjà chez John Ruskin, qui est un Britannique, qui n'est pas architecte, mais qui a les mêmes passions que Viollet-le-Duc pour l'architecture médiévale et pour la montagne. Ça, c'est aussi assez étonnant, deux personnages qui ne se connaissent pas, qui se respectent, mais qui ne discutent pas non plus trop l'un avec l'autre. Viollet-le-Duc ne lisant pas l'anglais non plus, alors que Ruskin lit le français. Donc ça change aussi, ça facilite la circulation des choses dans un sens, mais pas dans l'autre. Et Ruskin
à une phrase un peu moqueuse à l'égard de Viollet-le-Duc, justement, sur cette idée du globe dont on parlait tout à l'heure, cette idée du globe qui serait un peu comme une architecture, finalement. Hein. Donc, on retrouve aussi des idées qui se retrouvent aujourd'hui chez certains architectes contemporains. Et donc, il me semble que moi, cette interprétation-là est un malentendu. Est un malentendu de l'intention de Viollet-le-Duc par rapport à ce Mont Blanc. Alors certes, il regarde le Mont Blanc en architecte et avec ses outils d'architecte, c'est-à-dire les outils du relevé, les outils, et il l'explicite très bien, hein, il dit avoir dessiné des bâtiments pendant toute ma carrière, hein, il a 20 ans de carrière, plus de 20 ans de carrière derrière lui, hein, quand il arrive et qu'il commence à se dire je vais faire une carte du Mont Blanc. En fait, il arrive avec ses outils d'architecte, donc le dessin, le relevé, du matériel de relevé, de triangulation, etc. Mais il intègre aussi d'autres outils qui sont notamment des outils de mesure atmosphérique, de pression atmosphérique, etc. Alors moi, pareil, là encore, je suis très, très, très néophyte en la matière, donc pardonnez-moi si je dis des bêtises. Mais en réalité, il cherche à vraiment relever ce Mont Blanc et c'est vrai que son œil d'architecte et presque d'archéologue lui permet de faire ça, lui permet de voir ce que vous voyez sur les côtés de la carte et que vous verrez mieux sur l'exemplaire papier, des coupes. Voilà, ça, la coupe, c'est vraiment un dessin que font les architectes et qu'on aime beaucoup parce que ça permet de représenter les choses, mais c'est vrai que c'est un outil finalement qui est assez peu partagé, enfin je ne sais pas ce que tu en penses Frédéric, mais qui est vraiment une lecture très particulière des espaces. Et en fait, il se trouve qu'à un moment donné, Viollet-le-Duc rencontre, alors je vous ai mis d'autres images, d'autres dessins, alors ceux-là ils ne sont pas dans l'exposition, mais ceux d'après ils y sont. Donc je vais plutôt vous montrer ceux-là pour vous montrer, ça c'est les dessins, alors mes photos ne sont pas très bonnes parce que c'est des photos que j'ai faites dans les archives, donc c'est plutôt pour moi, donc ce n'est pas des très bonnes reproductions, je suis navrée. On voit que ça, c'est les dessins qu'il fait quand il marche, les dessins en randonnée. Voilà. Donc, il a ses carnets, il a des planches à dessin avec des pinces, et puis dans les moments d'arrêt, là, on voit ses compagnons de randonnée qui sont là, et il s'arrête et il fait des dessins, et en fait, il n'arrête pas de dessiner. Donc, en fait, on a des centaines et des centaines et des centaines de croquis plus ou moins aboutis. Et parfois, certains, il en fait voilà, ce type de représentation très aboutie, très léchée, etc. Mais la majorité des dessins qu'on a sont plutôt des dessins comme ceci, ou des dessins, alors là, je vous ai mis à la fois, donc ce dessin-là, il est juste derrière le rétroprojecteur, là, celui de droite, celui qui est là, bah, il est derrière vous, celui-là, je ne sais pas si tu l'as mis, mais voilà, donc celui de gauche, il n'y est pas. Et donc, vous voyez ces dessins, plusieurs statues de dessin, des croquis de terrain, certains sont dans la vitrine aussi derrière, on voit ces dessins au trait très léger où ils commencent à reconstituer des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Viollet-le-Duc rencontre la société, alors excusez-moi, il faut que je reprenne mes notes pour ne pas dire de bêtises, voilà, la Société géologique de France, qui est présidée à l'époque par un monsieur qui s'appelle Alphonse Favre, qui est suisse, mais qui préside la Société géologique de France. Et ils se rencontrent à Chamonix. Ils vont ensemble, avec tout un tas de personnes de cette société, marcher dans la montagne. Ces géologues voient Viollet-le-Duc dessiner dans la montagne. Ils le trouvent assez incroyable parce qu'ils voient la capacité de Viollet-le-Duc, à travers ce qu'il voit, à imaginer des états antérieurs. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Quand il va à Pierrefonds, quand il va à Carcassonne, même quand il va à Notre-Dame de Paris, à Autun, etc., il voit des bâtiments, il les dessine dans l'état où ils sont, et il passe son temps à imaginer comment c'était avant. Sauf qu'en architecture, il l'a fait en vrai. Voilà, il l'a vraiment reconstruit. Mais en réalité, et c'est là certainement que se trouve l'ambiguïté de Viollet-le-Duc par rapport à ça, et c'est là que se trouve, il me semble, aussi le malentendu, c'est que, comme on se dit qu'il est architecte, bah forcément, il aurait le fantasme de reconstruire, forcément, il aurait le fantasme de se dire, bah, il y a des pierres qui sont tombées dans la vallée, il y a un processus de formation de la montagne, qui est un processus, d'abord, alors lui, il parle de mamelon, qui ensuite s'érode, donc c'est un processus, il parle sans cesse de ruine, hein, c'est un processus de ruine, parce qu'en architecture, quand les pierres tombent, c'est que ça tombe en ruine. Voilà. Sauf que c'est un problème en architecture quand ça tombe en ruine. Mais là, il dit très clairement que ce n'est pas un problème. Il dit que c'est le processus naturel de formation de la montagne, etc.
Et donc, en fait, c'est peut-être de là aussi que vient ce malentendu lié à cette interprétation de ce projet caché, qui serait caché au sein des pages de ce traité sur le Mont Blanc qu'a fait Viollet-le-Duc. Et donc, on voit toute cette capacité à géométriser les choses, à reconstituer, donc avec des triangles, parfois plutôt avec des arcs de cercle, là j'en ai pas mis, mais ces géologues voient cette capacité, et donc il y a une correspondance ensuite entre Viollet-le-Duc et Favre, où Favre lui dit « Ah, mais ce serait formidable que vous arriviez à reconstruire le Mont Blanc ». Mais pour un géologue, dire reconstruire le Mont Blanc, c'est pas la même chose que dire reconstruire le château de Pierrefonds. Voilà. Donc, quand on se déplace de point de vue, d'une certaine manière, ça nuance un peu cette idée, même si moi, personnellement, je la trouve absolument géniale, de se dire oh, un architecte a imaginé le projet de restauration du Mont Blanc. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu regarder ça, parce que je trouve ça fascinant. En tant qu'architecte, et moi-même architecte du patrimoine, et il m'arrive de restaurer des bâtiments, incidemment, cette idée m'intéresse énormément. Et en fait, grande déception, quand je lis le massif du Mont Blanc, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dedans du tout. En revanche, il y a d'autres choses. Et oui, simplement pour terminer sur ça, et j'en arrive à ma conclusion, ne vous inquiétez pas, pour vraiment être sûr que Viollet-le-Duc n'a pas cette idée en tête, je suis allée chercher un petit peu partout. Et en fait, toujours dans cet ouvrage « Histoire d'un dessinateur » dont je parlais tout à l'heure, un des derniers chapitres s'intitule « 12 jours dans les Alpes ». Alors cet ouvrage raconte en fait l'initiation d'un personnage qui s'appelle Petit Jean, d'un enfant, par un monsieur qui s'appelle Monsieur Majorin, qui est une sorte de synthèse en fait entre Viollet-le-Duc et son oncle personnifié. Et cet enfant, c'est aussi un peu Viollet-le-Duc d'une certaine manière, dans sa propre éducation. Et donc, une des dernières leçons de Monsieur Majorin pour sa pupille, qui est Petit Jean, c'est une longue randonnée de 12 jours dans les Alpes et dans le massif du Mont Blanc, évidemment. Et donc, le maître décrit à son élève ce processus donc, de formation du massif montagneux, donc ce processus de ruine de la montagne, comme il le dit, et le maître conclut que la nature, poursuivant incessamment son œuvre de ruination, à la fin de l'histoire, la montagne disparaîtra, d'une certaine manière. Et donc Petit Jean, l'élève, était évidemment un petit peu effrayé par cette idée, un peu attristé par cette description, qui implique la disparition des paysages dans lesquels il est en train de déambuler et qu'il trouve absolument magnifiques, qui dessine sans cesse, justement, comme Viollet-le-Duc. Même si c'est dans un lointain futur, de cette disparition des humains, des animaux, de la montagne, etc., donc de tout ce qu'il a sous les yeux. Et Viollet-le-Duc a cette réflexion, il dit, il écrit cette phrase en parlant de Petit Jean, « Il se fut gardé de pousser un caillou pour le rouler dans le précipice, crainte de contribuer à la ruine de la montagne. » Donc on voit la grande crainte de ce jeune homme qui ne veut pas contribuer à cette ruine, mais qui néanmoins l'accepte comme un processus naturel. Et nulle part, Viollet-le-Duc n'indique que ni Petit Jean ni Majorin ont cette idée d'aller chercher les cailloux en bas et de les remonter et d'aller les recoller dans la montagne, comme on le ferait pour un bâtiment. Mais néanmoins, il s'agit toutefois de ne pas accélérer ce mouvement de ruination. Et donc, j'en termine avec cette citation, puisque, voilà, encore une fois, la nature, rigoureusement fidèle à ses lois, ne fait pas remonter la pente aux cailloux que le pied du voyageur a précipité dans la vallée. Mais il ne dit pas non plus que l'architecte doit le faire. Ne ressème pas la forêt que notre main imprudente a coupée. Lorsque la roche nue apparaît et que la terre a été entraînée par les eaux de fonte et de pluie, ne rétablit pas la prairie dont notre imprévoyance a contribué à faire disparaître l'humus. Ces lois, loin d'en comprendre la merveilleuse logique, vous en détruisez l'économie. Alors là, il est vraiment dans l'invective. Ou tout au moins, vous en gênez le cours. Tant pis pour vous, humains. Mais alors, ne vous plaignez pas si vos plaines sont ravagées, si vos villes sont rasées, et n'imputez pas vainement ces désastres à une vengeance ou à un avertissement de la Providence. Car ces désastres, c'est en grande partie votre ignorance, vos préjugés, votre égoïsme qui en sont la cause. Et donc face à la ruination, le processus de ruination normal et naturel de la montagne, qu'il ne s'agit pas de combattre, il y a
la destruction dont les humains sont responsables. Et là, ça rejoint, je crois, le propos de l'exposition. Car justement, ces destructions d'origine humaine seraient à l'origine d'une forme de stérilité des montagnes. Et c'est là que se rencontrent Viollet-le-Duc et les ingénieurs du service des RTM, des restaurations des terrains de montagne, puisque Viollet-le-Duc, dans son ouvrage, s'il y a restauration, c'est bien une restauration qui est de l'ordre de ce qu'il nomme des petits moyens. Construire un petit barrage avec un empierrement, planter des arbres à certains endroits, qui n'est pas le projet aussi héroïque qu'on a bien voulu lui faire dire ou qu'on veut bien se représenter. Je ne dis pas néanmoins qu'il n'y a pas d'héroïsation, une forme d'héroïsation dans l'histoire telle qu'elle a été racontée jusqu'à présent des ingénieurs des eaux et forêts ou de Viollet-le-Duc d'ailleurs. Et dans son texte, Viollet-le-Duc se fait néanmoins un héros, alors modeste d'après lui évidemment, mais quand même un héros de la compréhension d'un système complexe qui est ce système de la montagne, et se porte volontaire aussi pour aller éclairer les montagnards qui sont évidemment dépeints par lui comme des ignorants. Et il raconte cette anecdote à un moment donné où il dit, parce que du coup il fréquente quand même un certain nombre de montagnards qui sont ses guides quand il marche. Et il dit, quand j'explique comment ça fonctionne à ces gens-là, eh bien, le lendemain, quand on se promène, ces gens-là me disent « Ah, mais là, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça », l'air de dire « Ce sont de bons élèves, donc on peut les éduquer, on peut les civiliser ». Et c'est dans cette œuvre civilisatrice qu'on retrouve aussi, mais qui est finalement l'esprit du XIXe siècle, d'une uniformisation des savoirs, des sciences, des pratiques, quels que soient les territoires, et aussi une mise en ordre de la nature, mais aussi d'un certain nombre de pratiques, notamment les pratiques vernaculaires. Et donc, en fin de compte, et j'en arrive à la fin de mon propos, en fin de compte, Viollet-le-Duc apparaît face au Mont Blanc comme ce qu'il est, c'est-à-dire un homme de son siècle, complètement pétri de la pensée philosophique et scientifique de son siècle, qui est avide de savoir et de compréhension de choses qui nous échappent parfois, et notamment ces grands monuments de la nature que sont les montagnes, et notamment le Mont Blanc. Et le Mont Blanc est à la fois une sorte de paysage intime, on voit bien qu'il l'aime beaucoup, qu'il le dessine énormément, qu'il le met dans sa maison, mais aussi une terre à conquérir par le savoir dans son cas. Et en cela, il applique sa méthode de dessin qui a toujours fonctionné en architecture. Pour lui, ça a toujours bien marché, et en particulier dans les monuments historiques. Et donc, en dessinant, il met tant en ordre l'histoire, donc l'histoire de l'architecture en l'occurrence, que la nature. Et si vous avez des questions sur cette mise en ordre de l'histoire, je pourrais y revenir dans les questions, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. Je vous remercie beaucoup. Viollet-le-Duc était-il un écologiste avant l'heure ? Viollet-le-Duc a une vision, de même que beaucoup de personnes qui représentent aussi des institutions d'État à ce moment-là, une vision productiviste. Donc pour moi, on dit souvent que c'est un écologiste avant la lettre, etc. On a dit aussi par ailleurs qu'il était féministe avant la lettre parce qu'il était pour l'éducation des jeunes filles. Mais enfin, quand on lit ses textes, il est quand même très misogyne. Je veux dire, il faut quand même être clair. Donc c'est un peu, il me semble qu'il y a une forme d'anachronisme. Oui, il s'est intéressé à comprendre ces écosystèmes, à comprendre la nature, mais c'est pour la mettre au travail. Son objectif, c'est de la rendre productive, cette nature. C'est pas de la laisser tranquille. Voilà. C'est vraiment c'est pas non plus de la patrimonialiser, comme on peut le faire aujourd'hui avec... Enfin, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on le fait, que ce soit la protection de la forêt de Fontainebleau à la fin du XIXe siècle, ou pour des raisons esthétiques, ou les réserves de biodiversité intégrale qui sont très différentes aujourd'hui parce que justement, on cherche à ne plus rien toucher pour voir comment ça se passe. Et donc, seuls les scientifiques étudient véritablement ce qui se passe. Viollet-le-Duc, c'est pas du tout ça son projet. À ce moment-là, quand il regarde le Mont Blanc, Viollet-le-Duc est un homme très respecté dans beaucoup de cercles, très écouté. C'est un homme d'État aussi, il est élu, alors certes que municipal à Paris, mais enfin c'est quand même très important, c'est la capitale qui dirige tout, quoi. Donc il est très, très, très écouté, très renommé, il publie énormément dans la presse, et on voit très bien que la logique, c'est de faire en sorte que
des catastrophes n'arrivent pas, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui gestion du risque. C'est ça, hein, je me tourne vers toi parce que c'est toi qui sais. Hein. Donc de gestion du risque pour qu'il n'y ait pas d'hypothèque du futur en réalité. C'est-à-dire que si y a une coulée de lave dans une vallée, ça peut détruire des récoltes. Voilà. Et donc, c'est ça l'enjeu. C'est pas tellement d'empêcher la coulée de lave pour empêcher la coulée de lave, etc. C'est de faire en sorte que la récolte soit bien préservée et donc d'optimiser la production, y compris agricole, etc. La production de bois. Et donc, il a une vision qui est vraiment très partagée avec celle des ingénieurs des RTM parce que c'est une vision où bien gérer la nature. En fait, c'est ça, c'est de la gestion de la nature. Bien gérer la nature, c'est permettre à la ressource d'être toujours là. Mais c'est bien une ressource. Voilà, donc c'est une ressource à exploiter, mais à exploiter rationnellement, intelligemment. Et lui considère, par exemple, que les pratiques de pâturage, qui sont des pratiques locales, vernaculaires, sont excessives, elles ne sont pas raisonnées, et donc il faut raisonner ces pratiques. Il faut replanter pour tenir la montagne, comme tu dis, pour tenir cette montagne, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Et que la ressource soit toujours là, que la ressource en bois soit assurée. Voilà, donc c'est pour ça que écologiste, moi, ça me paraît un peu anachronique. Mais totalement. C'est plutôt pérenniser en fait la production. Exactement. Ouais. Exactement. C'est en ça que c'est très ambigu et c'est pour moi un peu difficile de dire qu'il est écologiste. Ah, voilà. C'est un peu compliqué. Parce que, et en fait, cette dimension idéologique, c'est très bien que vous la souligniez, parce qu'en fait, cette dimension idéologique, elle est très présente dans cet ouvrage, mais en fait, elle est très présente aussi dans toute sa carrière et dans toutes ses restaurations de monuments historiques, dans sa manière de faire l'histoire. C'est quelqu'un qui est pétri des idéologies de son temps et qui les met en œuvre dans l'architecture et dans la théorie de l'architecture. Menait-il son métier d'architecte et ses travaux en montagne en parallèle? Ouais, c'est un peu découpé, en fait. C'est un peu découpé et en même temps, c'est mélangé. Tout ça est très imbriqué. Mais en fait, quand il commence à s'intéresser... en fait, il y a une bascule qui s'opère dans sa vie après la guerre de 1870 et après la Commune de 1871. Il est très investi dans la défense de Paris pendant le siège des Prussiens. Mais comme il est proche de Napoléon III, qui part en exil au moment juste à la fin de la guerre, en fait, il est condamné par la Commune. Et donc, il doit fuir en Belgique pour en gros, pas se faire ni emprisonner, ni éventuellement tuer. Et ça, c'est un très grand traumatisme, parce que pour lui, Napoléon III, qui représentait l'homme fort de la France, s'est fait battre à plat de couture dans une guerre qu'il a lui-même déclenchée. Donc il perd vraiment sa confiance en cet homme d'État très, très fort. Et ça, c'est un peu une sorte de traumatisme pour lui. Et donc à ce moment-là, il y a une bascule qui s'opère et il va commencer à afficher ses opinions politiques. Donc il va devenir anti-napoléonien. Il est déjà depuis un petit moment anticlérical, mais il va le dire clairement. Et en fait, le problème d'être anticlérical, en soi, c'est pas un problème. Le problème de le dire publiquement, c'est que Viollet-le-Duc a fait toute sa carrière en tant qu'architecte diocésain. Donc, c'est-à-dire architecte, fonctionnaire pour le ministère des cultes. Donc, à une époque où l'Église et l'État ne sont pas séparés. Où justement, l'État a une mainmise sur ce qui se passe dans l'Église et il y a un travail conjoint. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, comme après cette guerre, il affiche publiquement ses opinions anticléricales, il est obligé de démissionner de ses fonctions d'architecte diocésain. Et donc, à ce moment-là, il se pose la question de se dire, finalement, je vais peut-être arrêter l'architecture. Je vais peut-être arrêter cette activité. Il l'écrit à son épouse, notamment. Mais finalement, en fait, l'architecture revient à lui parce que c'est à ce moment-là qu'il est appelé à Lausanne pour restaurer la cathédrale, par exemple. Donc, il ne va plus avoir d'activité vraiment sur des monuments historiques en France, mais par contre, en Suisse, oui. Et il va continuer à avoir des activités quand même en France, en tant qu'architecte libéral, aujourd'hui, on dirait, sur des objets qui ne sont pas des monuments historiques, qui ne sont pas liés au service des architectes diocésains. Voilà. Mais en fait, il va continuer, malgré tout, l'architecture
Jusqu'à la fin, en fait, puisque il y a des chantiers qui ne sont pas terminés au moment où il meurt, qui sont encore en cours. C'est le cas de la cathédrale de Lausanne. C'est aussi le cas du château d'Eu en Normandie, qui est le château du descendant de Louis-Philippe, donc du duc d'Orléans, qui est le comte de Paris à cette époque-là. Enfin bref, c'est un peu compliqué dans cette famille. Et ça, c'est de la commande privée. Donc voilà, il continue à faire de la commande privée et de la commande publique, mais en Suisse. Voilà. Et donc, il fait les deux en parallèle, et en même temps, il est élu au Conseil de Paris. Enfin voilà, il écrit énormément à ce moment-là. Tous ses ouvrages pour la jeunesse, ils sont publiés à ce moment-là. Il publie plus vraiment d'ouvrages d'architecture. Il a à peu près tout publié avant la guerre de 70. Et donc, il se consacre vraiment à d'autres travaux littéraires, et il écrit énormément dans la presse. Je sais plus, on avait fait le compte, mais en fait, je suis même plus sûre du compte parce que j'ai un collègue qui en a découvert plein d'autres, mais moi, j'avais compté à peu près 300 articles dans la presse à cette période-là, quoi. Donc, c'est vraiment très important quand même. Tous les jours, il écrit, il envoie des articles, et puis il a une correspondance extrêmement fournie avec plein de gens. Donc, en fait, il n'arrête jamais, quoi. C'est même fatigant de regarder ces archives parce que parfois on se dit, mais dans une journée, il a calé tellement de choses, c'est assez important. Non, il ne devait pas dormir beaucoup, il n'avait pas beaucoup de loisirs en dehors de la randonnée, mais même quand il fait de la randonnée, en fait, il travaille. Donc, c'est un peu agaçant par moment. Est-ce que sa carte du Mont Blanc a été validée par les cartographes de l'époque ? C'est une excellente question parce que je n'ai pas de traces pour l'instant de ça. Moi, je pense que cette carte a fait un four. C'est mon hypothèse actuelle, Elle est vraiment un gros bide éditorial. Et en fait, je ne trouve pas vraiment de traces nulle part. Parce qu'en réalité, cette carte, c'est un architecte qui représente, c'est un plan masse, en fait, ce que nous, on appelle un plan masse. Donc, les architectes, on regarde les choses par en haut, et donc on dessine des masses. Voilà, pour représenter les bâtiments, les arbres, les chemins, les routes, etc. Et donc, on dessine des plans avec des masses. Et en fait, ça, c'est un plan masse. C'est pas une carte. Je pense que cette carte est à peu près inutilisable. J'en sais rien. Après, je suis pas. Voilà, il faudra demander à des gens qui sont des spécialistes. Il n'y a pas de courbe de niveau sur cette carte. C'est une carte où il dessine un plan masse comme un architecte, mais aussi comme un peintre. Parce que ça, c'est une chose qu'il ne faut pas non plus oublier quand on regarde les dessins de Viollet-le-Duc, c'est qu'il a cette formation de jeunesse qui est une formation de peintre. Et même quand il dessine de l'architecture, il la dessine aussi comme un peintre, d'une certaine manière. Donc, d'où ces vues aussi idéalisées, plein de couleurs, des choses qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Comme moi, aujourd'hui, quand je dessine un bâtiment et que je dois indiquer où est une fissure, je mets la fissure au bon endroit. Lui, non, il la met un peu à côté pour dire, il y a des fissures, quoi, on a compris. Donc, il y a une imprécision dans ces dessins qui sont absolument splendides. C'est des dessins à regarder, mais qui scientifiquement sont un peu approximatifs parfois. Et c'est très amusant de lire toute la correspondance entre Viollet-le-Duc et son éditeur au moment d'éditer la carte. Et ça a l'air d'être un casse-tête, mais pas possible. La carte, ils ont fait je sais pas combien d'essais. C'est une technique d'impression en chromolithographie, donc assez compliquée parce qu'il y a plusieurs couches de couleurs en plus. Donc c'est un objet qui a coûté très cher à imprimer, donc qui était vendu très cher. Et donc, voilà, qui en plus, s'il arrive après la bagarre et qu'en plus, ça ne sert pas vraiment à des géographes, c'est un peu compliqué de vraiment en faire un objet qui a une fortune critique, quoi. Mais ça serait intéressant. Moi, je pense qu'il faut un peu creuser ça pour voir si on arrive à trouver éventuellement des endroits où elle apparaît. Mais par contre, chez les architectes, on la trouve, cette carte. Qu'en est-il des monstres de Pierrefonds ? À Pierrefonds, effectivement, moi j'ai appelé ces espèces de monstres des chimères rationnelles. Des chimères rationnelles parce qu'en fait, quand on regarde ces animaux fantastiques, donc là il reprend un peu la tradition du bestiaire médiéval, ces animaux fantastiques sont en fait des créatures qui auraient pu exister vraiment, parce qu'elles sont bien proportionné. On se dit, celui-là, on doit pouvoir le croiser quelque part, finalement. Même si on sait que ce n'est pas le cas. Mais il y a quand même un jeu sur les proportions des différents membres qui sont ajoutés entre eux. Oui, c'est vraisemblable. Et donc, mais oui, ça a été... le château de Pierrefonds a été très critiqué, mais pas peu d'ailleurs, parce que c'est une reconstruction totale, mais lui-même assume en fait ce côté aussi... fantaisie, parce que là pour le coup c'était une commande de Napoléon III pour une résidence personnelle de Napoléon III. C'est pas un bâtiment d'État, c'est un bâtiment qui appartient
à titre personnel à l'empereur. Et il veut en faire une résidence pour sa famille, une résidence de villégiature, et pour faire des fêtes aussi. Et donc Viollet-le-Duc ajoute des bâtiments pour recevoir ce programme d'une résidence d'un empereur du 19e siècle, et pas une forteresse médiévale, qui est un programme militaire. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc au fond, on parle d'une restauration du château de Pierrefonds, mais en fait c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt une réhabilitation avec changement de programme, quoi. Peux-tu nous parler du dernier chapitre de son traité sur le Mont Blanc? Justement, ce dernier chapitre, en fait, la citation que j'ai lue à la fin, elle en est issue. Ce dernier chapitre qui s'intitule, je ne sais plus très bien comment, mais en gros... L'action des hommes sur les cours d'eau. Voilà, de l'action des hommes sur les cours d'eau, où justement, il revient sur ces dégradations liées à la présence et à l'usage humain de la montagne. Et c'est là qu'il décrit finalement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et notamment, il a tout un chapitre sur la plantation, tout un passage sur la plantation des arbres. Il dit qu'il faut planter des arbres. Et pour planter des arbres, on va mettre un gros caillou à un endroit, un gros rocher. On va faire en sorte que les sédiments s'accumulent derrière ce rocher. Et là, on va pouvoir planter un arbre, parce que là, l'arbre, il aura suffisamment de substrat pour pousser. Et en fait, j'imagine que c'est un peu les techniques aussi, enfin, c'est pas exactement ça, mais il y a ces techniques qu'utilisent les RTM. Et en fait, il décrit tout ça avec beaucoup de précision, et c'est ça qu'il appelle les petits moyens. Ces petits moyens de mettre des empierrements, de replanter à des endroits pour retenir le sol des montagnes, pour que cette érosion ne soit pas accélérée par l'action humaine. Donc il y a ça, et évidemment il y a aussi des choses plus sur la gestion des torrents, mettre ces petits barrages, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cônes de déjection, voilà, pour gérer les cônes de déjection, etc., pour éviter que tout arrive d'un coup, et que donc après il y ait des dégâts plus bas dans la vallée. Donc comment aussi gérer par de la construction le débit des torrents. Et puis, et voilà quoi, toutes ces choses qui doivent, ralentir la ruine de la montagne, et surtout la ruine liée à l'action humaine. Voilà. Et qui est justement ce que je disais tout à l'heure, ce rapport entre un passé, un présent avec certains usages, et surtout un futur qui est très important, qui est cette vision aussi du 19e siècle, qui est profondément tournée vers le futur, en fait. C'est un siècle qui est très intéressant, parce que c'est un siècle qui s'intéresse énormément au passé, mais pas pour le passé en lui-même. Il s'intéresse au passé pour le futur. Voilà. Donc c'est une manière de dire, avant ils ont fait comme ça, ça a marché, ça n'a pas marché, donc nous on va faire ce qui a marché, mais on ne va pas faire ce qui n'a pas marché. Voilà. Donc c'est un peu comment on tire les leçons, et de manière complètement idéologique aussi par ailleurs. Et donc cette affection et ce moment où on découvre plein de ruines archéologiques, etc., ce sont aussi des moments où on s'interroge sur ce qui s'est passé, comment une civilisation a-t-elle été ruinée, etc. Et donc on met souvent sur le compte d'une mauvaise gestion des ressources naturelles la ruine de certaines civilisations. Et donc il faut qu'on fasse très attention à ces ressources naturelles, parce que sinon on hypothèque le futur, quoi. Et ça, c'est un peu ce qu'il dit en substance, et qui rejoint en fait les discours, en tout cas, à l'origine de la création du service de restauration des terrains de montagne.